Le sacre. Jeanne y tenait tellement à ce sacre du roi. Mais il faut bien comprendre que l'état d'esprit de Jeanne à propos du sacre n'est pas du tout le même que l'état d'esprit des conseillers du roi et du roi lui-même à l'égard de ce sacre. Voyons, prenons bien les choses. Jeanne, qu'est-ce qu'elle veut? Jeanne, je vous l'ai dit, c'est une petite croyante, c'est une paysanne qui croit en Dieu et qui est encore dans la vieille tradition chrétienne, et qui se dit jusqu'à présent, celui qui se déclare le roi n'est pas vraiment le roi, il n'est que le dauphin, et il sera le roi une fois qu'il aura reçu cette consécration divine. C'est la vieille idée, vous savez, à savoir que le roi n'est le roi que lorsqu'il a fait promesse d'être à l'égard de Dieu comme un bailli, comme un intendant, comme le délégué de Dieu au bonheur des peuples. C'est une vieille philosophie et que vous allez retrouver, du reste, on ne le marque pas assez, je tiens à le souligner, dans la pensée d'un Jean-Jacques Rousseau, dans la pensée d'un Robespierre. À savoir que personne n'a pouvoir sur un autre être humain simplement s'il s'engage à faire le bonheur de la collectivité. C'est ça la légitimité du pouvoir. Alors pour Jeanne, c'est quoi le sacre? Eh bien, c'est le roi qui s'avance là-bas, devant l'autel, enfin devant Dieu, et qui fait une espèce de promesse. Il fait une offrande de son royaume. Elle va le lui dire avec une grande ingénuité, elle lui dit exactement ceci: il faut que vous donniez votre royaume au roi des cieux. Vous comprenez? Ça veut dire que le roi se déclarera ce jour-là un serviteur, et pas plus, pas rien d'autre chose qu'un serviteur. Alors vous pensez bien que ce n'est pas exactement comme ça que les concrets, les réalistes, les positifs, enfin les gens du Conseil du roi envisagent le sacre. Elle pense offrande, elle pense promesse. Elle se dit, Dieu va donner sa bénédiction à quelqu'un qui est pour lui et qui va faire le bien. Les autres, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ça va être une espèce de gesticulation ecclésiastique qui fera croire aux gens que le roi est le délégué absolu et total du pouvoir divin. Lorsqu'elle dit, elle, offrande, eux, ils pensent quoi? Ils pensent annexion. Elle se dit, elle, le roi va se déclarer le serviteur de Dieu. Et eux se disent, on va annexer le bon Dieu. Lorsque les curés auront fait leur geste, les gens croiront que ça y est, que le roi maintenant c'est le roi de droit divin. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Jeanne, droit divin? C'est une limitation du pouvoir du roi, à savoir, il n'est le roi que s'il fait le bien. Et eux, quand ils pensent droit divin, ils pensent tout le contraire. Au lieu d'une limitation, une extension sans limite. À savoir que grâce au simagrée ecclésiastique, on pourra faire croire aux imbéciles sur le dos desquels on vit, c'est-à-dire les exploités, c'est-à-dire les sujets, on leur fera croire que le roi, maintenant, c'est un bonhomme qui a l'estampille, qui a le label, qui a la garantie divine, à savoir que tout ce qu'il veut, Dieu le veut. Vous voyez le truc, hein? Il y a une différence totale de point de vue entre les uns et les autres. Alors, les gens de la cour, ils sont plutôt amusés, une espèce de sympathie amusée, de voir que Jeanne tient tellement à ce sacre. Eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, mais c'est un point qu'on va marquer contre les Anglais. Les Anglais, avec leur petit roi Henri VI, qui est un gamin qui a 8 ans, on n'a pas pu le faire sacrer. Un gamin de 8 ans ne prend pas ses engagements. Tandis que nous avons un roi qui a maintenant 26 ans, qui est capable de faire sa fameuse promesse, ou sa apparence de promesse. Par conséquent, on va s'assurer cet avantage, c'est une occasion à saisir, d'avoir, nous, un roi sacré, alors que les Anglais n'ont pas encore un roi sacré. Monsieur Charles Maurras a fait de grands éloges de Jeanne en disant qu'il avait un sens politique extraordinaire. Elle avait insisté sur le sacre, c'était exactement ce qu'il fallait faire, parce que c'était excellent pour la politique royale. Vous savez, il y a un certain nombre d'éloges qui sont exactement semblables à des insultes. Eh bien, les éloges que M. Maurras décerna à Jeanne sont des insultes. C'est évidemment ne rien comprendre ou ne rien vouloir comprendre à la pensée profonde, à la pensée religieuse de cette gosse. Quant à Anatole France, lui, il a écrit: si Jeanne a contribué à sauver Orléans, c'est déjà assez joli, hein, contribuer à sauver, parce que c'est elle qui l'a sauvé. Si Jeanne a contribué à sauver Orléans, elle a plutôt retardé la délivrance du territoire en faisant manquer par la marche du sacre l'occasion de recouvrer la Normandie. On ne peut pas être mieux à côté de la plaque. 1, je viens de vous le dire, Jeanne n'a pas contribué à, elle a sauvé Orléans. 2, elle n'a pas retardé la délivrance du territoire en ratant l'occasion de recouvrer la Normandie, puisqu'il n'y avait pas de choix entre Reims et la Normandie. Le roi avait dit, je ne veux pas cette histoire de Normandie. Je ne veux pas exposer mes soldats, enfin mes quelques mercenaires, aux troupes anglaises. Donc il n'était pas question d'aller en Normandie. Le choix était entre le sacre ou rien du tout. Et les gens du Conseil, je viens de vous le dire, se disaient au contraire, le sacre c'est intelligent, parce qu'on a obtenu une victoire concrète, matérielle, une victoire sur le terrain contre les Anglais à Patay, et maintenant on va s'envoyer un autre avantage, une victoire morale sur les Anglais, avec ce sacre que eux n'ont pas. Voilà exactement comment les choses se présentent. Alors on part quand? Eh bien on part le 29 juin seulement, le 29 juin, ça a traîné, puisque la délivrance d'Orléans est du 8 mai, vous vous rappelez. On ne part que le 29 juin de Gien.
On va se diriger pas du tout vers Paris. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'il n'était pas question de toucher à Paris, parce que Paris c'est à Philippe le Bon et qu'il ne faut pas se mettre mal avec Philippe le Bon. Alors on va faire, je ne dis pas un détour, c'eût été plutôt un détour de passer par Paris. Mais on va aller lentement et précautionneusement dans la direction de Auxerre d'abord, Troyes ensuite, Chalon-sur-Marne enfin, et Reims. Bon. Il y a une armée, c'est entendu, il y a une armée avec le roi. Mais le roi sait qu'il va être sur un terrain dangereux, puisque les provinces que l'on va traverser sont sous le contrôle de Philippe le Bon. Alors on s'est assuré la neutralité de Philippe le Bon. Peut-être vous rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai dit, Jeanne, sur la demande du roi, avait écrit une lettre à Philippe le Bon pour l'inviter à être personnellement au sacre. Il ne va pas répondre, ça il sert d'ailleurs beaucoup Jeanne. Je trouve qu'il n'est pas gentil, qu'il est mal élevé, enfin il ne lui a pas répondu. Bon, il n'a pas répondu, mais Regnault de Chartres, c'est-à-dire le chancelier du roi, est en rapport permanent avec les gens de Philippe le Bon. La Trémoille, qui est l'autre conseiller, vous savez, qui est le favori. La Trémoille a des accointances personnelles avec Philippe le Bon et envoie perpétuellement des délégués. On croit pouvoir dire que ça se passera en douce, que Philippe le Bon n'interviendra pas. Faites bien attention que tout dépend de lui, en effet. Cette armée faible, cette petite armée du roi qui va traverser ces territoires, peut être prise de flanc tout le temps par un Philippe le Bon qui brusquement changerait d'avis. Les Anglais doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, notre allié Philippe le Bon? Il laisse traverser les Français? Alors il est bien possible que les Anglais à un moment lui disent, ah mais non, ça ne peut pas aller comme ça, que les Anglais le menacent de rétorsion économique sur la Flandre. Je vous ai dit que sa Flandre à lui ne vit que grâce aux laines britanniques, ce qui l'obligerait à montrer les dents. Par conséquent, il faut bien comprendre que cette armée qui s'en va avec le roi dans la direction de Reims, ce n'est pas du tout un défilé martial, grandiose, militaire, vous savez, avec des gens à poitrine bombée, à jarret tendu, et qui font de l'effet. C'est une espèce d'escorte d'honneur, très précautionneuse, on s'avance petitement. Si Jeanne, elle est toute regonflée, toute fière, le roi, lui, il est ratatiné, est inquiet, il regarde à droite et à gauche, et on est même tout prêt à regarder en arrière. Vous allez voir tout à l'heure que quand ils seront devant Troyes, et qu'il y aura une difficulté devant la ville de Troyes, Regnault de Chartres, le chancelier, dira lui-même « Non, non, on stoppe, hein, on repart ». Par conséquent, comprenez bien que c'est une petite avance extrêmement prudente, je dirais prudentissime. Alors, quelle est la première étape? La première étape, c'est Auxerre. Auxerre, c'est une ville qui appartient à Philippe le Bon, elle est fermée, les portes sont fermées, on n'accepte pas que les troupes royales y entrent. Néanmoins, les gens d'Auxerre font une réponse assez amusante. Enfin, amusante pour nous, je ne sais pas si le roi l'a trouvée amusante. Ils disent « Ah non, vous savez, on ne peut pas vous recevoir parce que nous, on est de l'allégeance de Philippe le Bon, mais on veut bien vous ravitailler. » L'armée est obligée de se ravitailler de poste en poste. Mais on ne vous ravitaillera que contre espèce, bien entendu, hein, on ne va pas vous donner ça gratuitement. Et d'autre part, nous allons attendre de voir ce que font les autres. Puisqu'après nous, après Auxerre, vous allez aller sur Troyes, vous allez aller sur Chalon-sur-Marne, et bien si les gens de Troyes et de Chalon-sur-Marne vous accueillent, et bien nous, on décidera qu'on se rallie. Une position de neutralité extrêmement prudente, c'est pas méchant, c'est pas tout à fait hostile, c'est des gens qui disent on ne veut pas se mouiller. On ne peut pas dire que ce soit un succès, mais non plus c'est pas trop décourageant, puisque du moins on les laisse passer et que personne n'est sorti de la garnison d'Auxerre pour attaquer les Français. Ça peut aller. C'est devant Troyes que ça va plus aller. Le roi se méfie du reste. C'était le 1er juillet qu'on était devant Auxerre. Entre Auxerre et Troyes, qu'est-ce qu'il peut y avoir? 60 km, il me semble. On va mettre 4 jours pour faire ces 60 km. Ça veut dire qu'on va tout doucement. La veille d'arriver devant Troyes, c'est-à-dire le 4 juillet, on est à Saint-Phal. Et là, les conseillers du roi demandent pour la seconde fois à Jeanne une intervention qui n'est pas bien de son rayon, une intervention épistolaire. Peut-être vous vous rappelez que juste avant de partir, on avait décidé que Jeanne allait faire une lettre à Philippe le Bon. Cette fois, on demande à Jeanne de faire une lettre aux gens de Troyes pour leur dire « Écoutez, recevez-nous, vous savez, on a tout oublié. » Vous vous rendez compte, Troyes, c'est très dramatique, parce que c'était en 1420, dans cette ville même de Troyes, que le dauphin avait été déclaré soi-disant dauphin. C'est dans cette ville que son père Charles VI et que sa mère Isabeau de Bavière avaient décidé de le détrôner d'avance, de le découronner et de donner son trône auquel il avait droit, parce qu'il est le fils, de le donner au petit-fils, c'est-à-dire à l'anglais. Alors les gens de Troyes sont là fort inquiets, il y a la main du roi qui campe devant eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire le roi doit nous détester, ils se bouclent complètement, ils se ferment dans leur citadelle et ils déclarent qu'ils n'accepteront même pas de ravitailler cette armée contre espèce. Cette fois, c'est un os, enfin c'est la crise. Qu'est-ce qu'on va faire? D'autant plus que du moment qu'on est en territoire bourguignon, le roi a bien recommandé à ses soldats de ne pas piller. L'habitude des mercenaires, vous savez, c'était de rançonner les paysans au passage, mais pour ne pas se mettre mal avec Philippe le Bon, on avait dit vous allez vous tenir comme des gens convenables, vous ne pillez rien. Vous pillez rien, ça veut dire qu'ils n'avaient plus rien à manger.
Effectivement, quand ils arrivent devant Troyes, paraît-il, d'après les documents contemporains, les soldats n'avaient depuis 48 heures que des fèves. Bah, des fèves, c'est pas très nourrissant, ils voulaient autre chose. Alors ça commençait à remuer dans l'escorte des signes, des prodromes, si vous voulez, de mutinerie. Alors ça, c'est le gros drame. Hein. Si les soldats ne marchent plus, qu'est-ce qu'on va faire? Et on ne peut pas continuer avec une armée qui s'est débandée. À ce point que Regnault de Chartres, le chancelier, qui est là, est en train de dire, enfin de murmurer, de susurrer au roi. Oh, je crois que c'est plus la peine d'insister, il faudrait repartir. Repartir, mais vous vous rendez compte, enfin, c'est un avortement grotesque. Vous imaginez à quel point les Anglais vont rigoler et se frotter les mains. Il y a le roi qui annonce qu'il veut se faire sacrer à Reims, et dès qu'il est arrivé devant une ville d'importance, comme Troyes, quand les Troyens froncent le sourcil, le pauvre roi se ratatine, se resserre, fiche le camp, repart vers un désastre. Alors naturellement, Jeanne arrive avec sa proposition permanente, elle est toujours pour qu'on se batte, vous savez. Elle est entrée dans la tente du roi, là, qui est installée devant Troyes, et elle dit « Donnez-moi tout pouvoir, militaire bien sûr, ce qu'on ne veut jamais lui donner, et dans 3 jours, je vous prends la ville. » Toujours la même chose, enfin, c'est sa manie de se battre, mais elle n'y comprend rien, strictement rien à la politique. Prendre la ville, oui, c'est peut-être possible qu'on puisse prendre la ville, mais c'est une ville de Philippe le Bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Philippe le Bon, si on lui prend sa ville de force? Il est très capable de se retourner brusquement contre les Français, il est beaucoup plus fort qu'eux, il peut avoir des quantités de troupes, lui, comme il voudra, il fera venir des Picards, et ça sera la grosse catastrophe. Mais cependant, qu'est-ce qu'il faut faire, les garder soldats, puisque les soldats vont se mutiner? Alors le conseil, vous savez, ce sont des gens astucieux, hein. Le conseil se dit, voilà ce qu'on va faire, on va essayer de l'intimidation, on va annoncer aux soldats, ça y est, on attaque la ville. Alors les soldats, qui ont le ventre creux avec leurs fèves, se disent, bon, dans 48 heures, on prend la ville, on va pouvoir s'empiffrer. Par conséquent, déjà immédiatement, plus de problème de mutinerie, les soldats sont contents parce qu'ils se disent, on va entrer dans la ville et ça marchera. Quant aux gens de Troyes, que l'on n'a pas l'intention d'attaquer, on va leur faire croire qu'on va attaquer. On va entasser, comme on faisait toujours dans les villes fortifiées, on va entasser des fagots, vous savez, dans les fossés, pour pouvoir passer par-dessus les fossés. On va amener des échelles. Jusqu'à présent, elles sont à plat par terre, mais les types vont se dire, quand ces échelles s'appuieront contre la citadelle, ils vont nous attaquer pour de bon. Alors, coup de poker, quoi. On joue sur la terreur que l'on veut inspirer à ces gens. Et ça va marcher. Il n'est pas défendu de penser, du reste, pas défendu de penser que la Trémoille, qui est un malin, j'appellerais ça une préfiguration de Talleyrand. Vous savez que Talleyrand, c'était un négociateur qui se faisait toujours payer par des enveloppes. Hein. Eh bien, je crois que la Trémoille a fait son petit prêt Talleyrand, c'est-à-dire qu'il a fait savoir aux Troyens, écoutez, il n'y aura pas de bataille, hein. Donnez-moi un petit fric personnel, enfin, donnez-moi une belle enveloppe, et j'éviterai que l'assaut ne soit lancé. Ça a marché. Les Troyens sont intimidés, ils envoient des parlementaires, ils disent, bon, ben, on peut s'arranger, oui, on va ravitailler l'armée, bien entendu, vous nous payerez, hein, on ravitaillera l'armée, on recevra même le roi à une condition. Mais la condition, elle était déjà dans la lettre qu'on avait fait écrire par Jeanne, lettre qui n'avait donné aucun succès. Condition, amnistie, hein. Je sais bien que vous nous en voulez, je sais bien que c'est à Troyes, justement, que nous avons fait de grandes fêtes, quand vous, Charles VII, vous avez été découronné d'avance, alors vous promettez que vous ne touchez pas aux responsables. Qui c'est qui dit ça? Ce sont les échevins de la ville. L'important, c'est que les gens en place veulent rester en place. Et comme le roi tient terriblement à entrer à Troyes, il leur promet, et il est décidé à tenir sa promesse, je ne toucherai pas à vos positions. Alors dans ce cas-là, les gens sont contents, et ça y est, on reçoit le roi. Mais il va se passer à Troyes un tout petit incident qui, peut-être historiquement, n'est pas important, mais auquel je tiens beaucoup, moi, parce que c'est une espèce de nouveau coup de jour, enfin une nouvelle clarté sur la personne même de Jeanne. Voilà ce qui s'était passé. Lorsque les premiers parlementaires sont sortis de Troyes pour venir discuter avec les Français, on a vu s'avancer un groupe religieux, semble-t-il, il y avait des bannières, et ce groupe était précédé d'un moine. Et ce moine qui jouera un rôle dans la suite de mon histoire, retenez son nom, il s'appelait Frère Richard. On n'est pas aujourd'hui très au clair sur le comportement de ce Frère Richard. On sait qu'il avait prêché à Paris et qu'il avait été obligé de quitter Paris. Les Anglais et les Bourguignons se disaient c'est un personnage suspect, il a l'air de passer maintenant du côté des Français. Qu'est-ce que c'est que ce type? Alors avant qu'on ne l'ait arrêté, il s'était déjà rendu à Troyes. Il s'était rendu à Troyes vraisemblablement en se disant le roi va passer et je vais voir à ce moment-là de quel côté il faut que je joue. Il sort avec ses gens, soi-disant pour aller voir qui est Jeanne. Jeanne, chez les Anglais, a la réputation d'être une sorcière. Alors il s'avance en faisant des signes de croix et en jetant de l'eau bénite sur Jeanne. Et Jeanne, qui s'est avancée à sa rencontre, rigole, exactement rigole, et lui dit, elle le racontera au procès, lui dit, oh ben, ça va, avec votre eau bénite, je ne m'en volerai pas. Ça me fait plaisir que Jeanne dise comme ça, je ne m'en volerai pas, avec les poings sur les hanches. Ça nous change de l'image traditionnelle de Jeanne, vous savez, on la voit toujours dans ses statues d'église, en sainte, en grande tenue, et avec l'air confit et les yeux au ciel. Elle n'était pas comme ça, elle était gouailleuse devant le Frère Richard.
Frère Richard, voyant qu'elle n'a pas l'air d'être une sorcière, puis que ne s'est pas envolée, puis que l'eau bénite ne l'a pas brûlée, le frère Richard va se rallier à Jeanne, et dorénavant, il sera derrière elle, il la suivra jusqu'au moment où il la trahira, ce que nous verrons. Bon, l'affaire de Troie est réglée, maintenant on peut avoir toute espérance sur la bonne suite des choses, puisque le Troie, c'est le gros morceau. On va se diriger, on est resté longtemps devant Troie, on est arrivé le 5 juillet, on ne repart que le 12 juillet, le 14 juillet, on est devant Châlons-sur-Marne, qui est la seule grosse ville avant Reims. Ça se passe comme sur des roulettes. Les gens de Châlons-sur-Marne ont pavoisé dès qu'ils ont vu arriver le roi. L'évêque qui dirigeait la ville est sorti, c'était l'évêque de Montbéliard, est sorti à la rencontre du roi, lui apportant les clés de la ville. Enfin, ça marche admirablement. Et maintenant, ça y est, on va s'amener sur Reims. C'est le 16 juillet 1429 que le roi va faire son entrée solennelle à Reims. Et les gens vont l'acclamer, ils vont crier « Noël, Noël !» Vous savez, c'était le cri à ce moment-là qui équivalait à « Vive le roi » ou à « Bravo ». Mais il faut que vous compreniez que ces gens qui crient si fort « Noël, Noël » parce que Charles VII s'amène, c'était les mêmes qui avaient crié « Noël, Noël » quand on avait signé le traité de Troyes, qui découronnait le roi d'avance. Et si c'était le petit roi anglais Henri VI qui s'amenait, les types auraient également crié « Noël, Noël ». Ce qui est important pour la population, c'est qu'il y a une liesse officielle et organisée, et avec des distributions de vin ou de victuailles qui sont usuelles. Donc les gens, la foule, est toujours prête à crier ce qu'on voudra, pourvu que ce soit un officiel qui commande. Alors on s'amène, on entre, regardez la rapidité, on entre le 16 juillet, et le 17 juillet, le lendemain, c'est le sacre. Mais voyons, un sacre, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas une cérémonie comme une autre. Il y a en particulier deux choses qui sont indispensables au sacre. Il y a l'ampoule, d'une part, et il y a la couronne, d'autre part. L'ampoule. Il paraît que Clovis, lorsqu'il avait été baptisé par Saint-Rémy, Clovis, quand il s'est fait chrétien, il a été baptisé par Saint-Rémy dans la cathédrale de Reims, il a été baptisé grâce à une ampoule, enfin une espèce de petite fiole, qui avait apporté directement le Saint-Esprit, c'est-à-dire une colombe venue du ciel qui tenait dans son bec la petite ampoule, et avec cette ampoule, on lui avait fait l'onction. Cette ampoule, elle est conservée maintenant très religieusement à Saint-Denis, près de Paris, et la renommée est que le niveau de l'huile mystérieuse dans l'ampoule ne diminue jamais. On a beau sacrer des rois, il y a toujours le même degré, le même niveau d'huile sainte. Notez que c'est 3 siècles après le baptême de Clovis que cette histoire s'est répandue. Mais elle est devenue histoire officielle maintenant, il n'y a plus lieu d'en douter. Alors il faut avoir l'ampoule. D'autre part, il faut avoir une couronne spéciale, laquelle la couronne de Charlemagne. Parce que le sacre des rois s'accompagne de la présence de cette couronne. Où est-ce qu'elle est, la couronne de Charlemagne? Elle est à Saint-Denis aussi. Et qu'est-ce que c'est que Saint-Denis? Ben, aujourd'hui, c'est un faubourg de Paris, c'est même dans Paris. À ce moment-là, c'était à côté de Paris. Paris, c'est la Bourgogne et les Anglais. Vous croyez vraiment qu'on est allé chercher jusqu'à Saint-Denis, tout près de Paris, comme ça, l'ampoule, qu'on va ramener aussi la couronne, et que, paraît-il, on nous raconte ça, l'abbé de Saint-Denis a accepté d'accompagner les 4 chevaliers, on a envoyé Gilles de Rais, enfin ce qu'il y avait de mieux, et 3 autres, les 4 chevaliers qui sont allés chercher à Saint-Denis l'ampoule et la couronne, ramenant l'abbé, je n'en crois personnellement rien du tout. D'abord, on n'avait pas le temps de faire ça, pas en 48 heures qu'on va aller chercher l'ampoule et la couronne, et puis je suis convaincu que l'abbé ne serait pas compromis à ce point, et surtout que les Anglais n'auraient jamais permis que des cavaliers français qui viennent là pour faire le sacre de leur ennemi puissent prendre l'ampoule à Saint-Denis, puissent emmener l'abbé et emporter aussi la couronne. Néanmoins, tout sera là, vous savez, on n'a pas le droit d'être sceptique. Ce sera une cérémonie admirable. Les 4 chevaliers qui, soi-disant, reviennent de Saint-Denis, au moment de la consécration du roi, vont entrer à cheval, dans l'église, par la porte d'honneur, et à cheval vont aller jusqu'au chœur, au milieu d'acclamations, vous savez, qui font trembler les voûtes. Le clergé garantit tout, enfin, c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas question d'être sceptique, c'est la véritable ampoule et c'est la véritable couronne. En fait, vous pensez bien que c'était une ampoule en simili et une couronne d'occasion. C'est un sacre, comment dirais-je, à la sauvette. Pour un sacre du roi, il faut la présence des pairs de France. Il y avait 12 pairs, 6 pairs péris, si vous voulez, péris laïques, et 6 péris ecclésiastiques. Or, dans l'état où était le royaume de France, entre guillemets, à ce moment-là, sur les 6 péris laïques, il y en avait 2 qui étaient possession anglaise, la Normandie et la Guyenne, et sur les 6 péris ecclésiastiques, il y en avait 3 qui étaient tous anglais, Noyon, Beauvais et Langres. Pas d'importance, on va envoyer des substituts, des gens qui feront semblant d'être les pères eux-mêmes, enfin on s'arrange. Vous voyez un petit sacre comme ça à l'amiable. Sur le sacre même, nous avons un document qui sera révélé, qui est la lettre des 3 gentilshommes angevins. On n'a pas le nom des 3 gentilshommes, mais ils ont signé comme ça, 3 gentilshommes angevins, qui, le soir même du sacre, le 17 juillet 1429, ont écrit une lettre destinée à Yolande, la fameuse belle-mère,
et à la femme du roi, qu'on ne voit jamais apparaître dans cette histoire, c'est une petite personne lointaine et discrète, enfin c'est Marie d'Anjou, fille de Yolande. Et ces trois gentilshommes angevins, Anjou, hein, trois gentilshommes qui savent l'intérêt extrême que Yolande porte au sacre, lui disent, lui affirment, premièrement, les chevaliers sont allés chercher l'ampoule et la couronne, elle est là. Deuxièmement, Jeanne, ce qui prouve que Yolande s'intéresse terriblement à Jeanne, Jeanne n'a pas cessé, durant tout le mystère, disent les trois gentilshommes, durant tout le mystère, Jeanne s'est tenue jouxtant le roi, son étendard à la main. C'est l'image traditionnelle, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que Jeanne, interrogée là-dessus au procès, au moment où elle prononcera la phrase qui est tellement célèbre, vous savez pourquoi votre étendard est-il là? Il avait été à la peine, il était juste qu'il fût à l'honneur. Oui, elle a dit ça. Mais elle avait précédemment dit ceci. Il me semble, vous entendez, il me semble, comme si ses souvenirs étaient confus. Il me semble que mon étendard fut assez près de l'autel, et moi-même, je m'y suis tenu un peu. Vous comprenez, hein, c'est cette petite, quand elle est interrogée par les juges, elle ne veut pas dire qu'on l'avait écartée, elle ne dira jamais que le roi l'avait mise sur la touche le plus rapidement possible. Comme elle ne veut pas tout à fait mentir, elle dira oui, il me semble me rappeler hein, que j'étais pas loin de l'autel. Mais il est certain, d'après un texte comme celui-là, qu'il est complètement faux de dire que Jeanne perpétuellement a été debout à côté du roi. Le roi, en réalité, l'écarte le plus possible. Nous en avons du reste une preuve extrêmement claire dans une lettre qui est du 4 juillet, avant donc la prise de Troyes, et qui avait été écrite par le roi aux gens de Reims. Dans cette lettre que nous possédons, le roi racontait ce qui venait de se passer pour gonfler les gens de Reims, pour leur dire, vous voyez, je suis très victorieux, j'ai enlevé, moi tout seul, par la pucelle, toutes les villes anglaises de la Loire, j'ai pris Jargeau, j'ai pris Main, j'ai pris Beaugency, et il ne nomme pas Jeanne, et il n'annonce pas aux gens, vous allez voir la petite merveille, hein, j'amène avec moi une fille de Dieu, pas un mot sur Jeanne. Il dit, moi, le roi, j'arrive, et vous allez l'applaudir, vous serez très content de moi, pas un mot de la petite pucelle. En réalité, le roi commence à la trouver gênante. Déjà, il avait espéré que Philippe le Bon allait être impressionné par cette lettre que Jeanne lui a écrite. Il n'a pas répondu. Jeanne, vous le savez, avait fait une seconde lettre aux habitants de Troyes pour essayer de les convaincre. Ils n'avaient pas répondu. Alors cette fille qui est déjà un peu encombrante, voilà qu'elle est maintenant absolument inutile. Il est très important de souligner cet état d'esprit royal et de la cour à l'égard de Jeanne. On fronce les sourcils. On dit mais maintenant à quoi elle sert? À Châlons-sur-Marne, avant Reims, donc 2 jours avant Reims, Jeanne s'était trouvée en présence d'un certain nombre d'anciens amis. Je veux dire des gens de Domrémy. Les gens de Domrémy, ils avaient dû suivre de loin cette histoire. Vous pensez, dans un petit village comme Domrémy, ça avait fait un pétard du diable de dire il y a la fille qui est partie du côté du roi, qu'est-ce qui va arriver? On avait appris l'énorme succès qu'elle avait eu à Orléans. Les gens savaient, elle est maintenant la compagne du roi, enfin elle fait partie de la cour. Alors on s'amène en masse. Il y a probablement de l'argent à gagner. Elle a des moyens, vous le savez, le roi lui a donné des gratifications. Alors les gens de Domrémy s'amènent, l'embrassent, les trahissent, ma petite Jeanne, on t'a connue comme ça. C'était peut-être les mêmes qui sont en train de dire à Jeanne, tu es formidable, tu es une fille de Dieu. Les mêmes qui avaient été trouver les parents lorsqu'ils étaient furieux et qu'elle était partie pour leur dire, ah tout de même, ah ben mon Dieu, vous n'avez pas mérité ça, une fille que vous aviez tellement bien élevée, une fille à soldat maintenant, et maintenant qu'elle a réussi, formidable. Parasitisme. Elle va le dire du reste au procès. Elle a dit, j'ai rencontré là-bas un nommé Jean Moreau. Non, pardon, c'est pas au procès qu'on dira ça, c'est à la réhabilitation. Et c'est Jean Moreau lui-même qui dira, j'ai retrouvé Jeanne à Domrémy comme j'étais content de la voir, et elle m'a donné immédiatement une veste rouge qu'elle portait. Ce sont tous des commandeurs qui s'amènent là. Elle va aussi voir un nommé Girardin. Girardin se rappelait très bien, Girardin. C'était le seul au village de Domrémy qui fut bourguignon. Il ne cachait pas ses sympathies pour les bourguignons. Et il est là, converti en diable, lui disant, ah, ma petite Jeanne, comme c'est admirable. Alors elle va lui dire, et on le saura à la réhabilitation, je ne crains rien, vous savez, je ne crains personne, sinon la trahison. Elle le regarde peut-être dans les yeux en disant, je te vois venir, hein, toi maintenant j'ai réussi, alors tu es pour moi, mais tu peux me trahir. Mais je me demande si ça ne dépasse pas la personnalité inconnue et sans importance du Girardin, et si quand Jeanne ne dit, je ne crains qu'une seule chose, c'est la trahison, elle ne pense pas à ce qui l'entoure, aux rumeurs qu'elle perçoit déjà derrière elle, à la cour. Elle sait très bien que la Trémoille ne l'aime pas, que Regnault de Chartres ne l'aime pas. Et elle avoue ici, c'est mon avis, elle avoue qu'elle est entourée d'une odeur suspecte. Elle se dit, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent de moi ces gens? Est-ce qu'ils ne vont pas me ficher un croc en jambe? Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que le père de Jeanne, sur lequel on a peu de renseignements, mais nous avons au moins ceci, le père de Jeanne apparaît. Le voilà brusquement, le personnage. Il est maintenant sous nos yeux. On ne le voit pas, on n'a pas sa silhouette, on n'a pas son visage, mais on sait, et je vais vous donner des détails, on sait qu'il est venu à Reims pour participer aux festivités. On le sait en particulier parce qu'on a retrouvé les comptes de la ville de Reims et qu'on a vu que le 18 septembre, retenez, que le 18 septembre, la ville
qui règle les questions financières, lui verse ce jour-là 24 livres pour son séjour à l'hôtellerie de l'âne rayé. L'âne rayé, ça veut dire le zèbre probablement. 24 livres. 24 livres, je vous ai dit déjà une fois qu'une livre c'était quelque chose de très important à l'époque, puisque les grands personnages du procès seront payés une livre par jour. 24 livres. Et on lui donne ça le 18 septembre. Quand est-ce qu'il a eu lieu le sacre? Le 17 juillet. Par conséquent, il se trouve bien le papa là-bas, puisqu'il est resté du 17 juillet, il était peut-être venu avant, jusqu'au 18 septembre. Il s'est fait tranquillement entretenir par la ville de Reims pendant 2 mois, profitant de ce que sa fille y avait fait du bruit. Et vous avez vu que les frères, eux, se faisaient entretenir pendant ce temps-là à Orléans. Ils avaient dû suivre à Reims. Mais enfin, il n'y a pas de trace financière de leur passage. Quand la pauvre mère, plus tard, devenue veuve, à partir de 1440, viendra à Reims, à Orléans, veux-je dire, et qu'elle sera nourrie et entretenue par la municipalité, savez-vous qu'on lui donnera par mois, on lui donnera par mois 48 sols. Or, 100 sols égale 1 livre. Eh bien, le vieux père, je ne sais pas s'il est tellement vieux, le père, lui, il se fera donner 24 livres pour un séjour de 2 mois. Il faut comprendre, hein, le pauvre vieux bonhomme, le pauvre bonhomme, puisque je ne sais pas son âge. Il avait fait une scène affreuse quand sa fille était partie. Elle dira au procès, mes parents étaient comme fous. Ce sont les mots qu'elle a prononcés. Mes parents étaient comme fous. Et bien maintenant, elle leur avait écrit une lettre pour demander pardon, et ils sont gentils comme tout. Peut-être que la mère y est, on ne sait pas. Toujours est-il que le père étreint sa fille en disant, mon Dieu, quelle bénédiction d'avoir une fille pareille. Et Philippe, qu'est-ce qu'il va faire, Philippe de Bourgogne? Il n'est pas venu au sacre quand même. Jeanne lui a envoyé cette lettre, vous savez, pour l'inviter, pas de réponse. On n'aime pas beaucoup ça, du reste on dit, mais Jeanne, on la croyait plus efficace. Non, pas de réponse. Et il y a un chroniqueur, plutôt favorable à Philippe le Bon, qui a dit une toute petite phrase, enfin 2 petits mots que je vais vous dire, qui indique qu'il n'était pas très porté sur la religion, Philippe le Bon. Il était durement lubrique. Ça veut dire que c'était les femmes qui l'intéressaient, mais pas beaucoup Jeanne. Alors il n'est pas venu, il était allé à Paris précédemment, on sait qu'il a quitté Paris vers le 15 juillet, Paris c'est les Anglais, il avait amené un renfort de Picards, il prenait toujours ses mercenaires en Picardie lui. Et il s'était fait payer, rien pour rien, vous savez. Il amène des combattants aux Anglais, mais il demande 20 000 livres, somme énorme, 20 000 livres en joyaux. Et dans le contrat qu'il a passé avec les Anglais, il est entendu qu'il va encore toucher 20 autres 1000 livres, toujours en joyaux, 40 000 livres, pour avoir amené 700 Picards à Paris. Alors, il a rassuré les Anglais en leur prenant de l'argent. Il les a rassurés en donnant ces Picards. Il n'est pas venu au sacre, mais il a envoyé des délégués. On le sait par la lettre des 3 gentilshommes angevins à Yolande et à Marie. Ils disent, dès que Philippe le Bon a su que notre roi était à Reims, il lui a envoyé des délégués. On va prendre langue, hein, on va voir. Quand il a été à Paris, Philippe le Bon, il y a appris une nouvelle d'importance. Les Anglais vont recevoir un renfort considérable. Jean Hus, vous vous rappelez, j'en ai parlé, oui, dans le premier exposé, Jean Hus, c'était ce révolutionnaire, ce réformateur de Bohême, et maintenant il y avait derrière lui les Hussites, bien que l'église l'eût brûlé en 1415, les Hussites donnaient toutes sortes d'inquiétudes à l'empereur d'Allemagne. C'était des révoltés, enfin c'était des gens qui demandaient une équité sociale. Alors on avait décidé de faire une croisade contre les Hussites. En principe c'était pour une affaire religieuse, en fait c'était pour faire tenir tranquille des gens qui réclamaient socialement. Et le pape avait obtenu du cardinal d'Angleterre Winchester, contre argent, il lui avait donné de l'argent, la levée de 3500 volontaires qui allaient aller écraser les Hussites. Alors le cardinal Winchester avait dit au pape, vous savez, la situation en France est vraiment très dramatique, je suis cardinal mais je suis aussi anglais, par conséquent vos 3500 soldats pour lesquels vous avez payé, laissez-moi la possibilité de les utiliser contre les Français et contre cette sorcière de Jeanne. Philippe le Bon a appris, quand il a été à Paris, que 3500 volontaires, enfin mercenaires, vont arriver de Calais sur Paris, et que cette fois, les Anglais vont essayer d'en découdre physiquement et sur le terrain avec le roi. Qu'est-ce qu'il pense, Philippe le Bon? Ben, il pense minute, hein, pas bouger, guetter. Il va y avoir une grosse bataille. Est-ce que ça sera un Patay, est-ce que ça sera un Azincourt? Toujours est-il qu'il va y avoir une grande affaire sur le terrain entre les Français et les Anglais, et je me déciderai quand j'aurai vu le résultat.